Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors, nous allons passer maintenant au problème de la normalisation des états dans le cas d'une base continue comme la base position. Et avant ça, nous allons revenir un peu sur la notion d'intégrale. Juste donner une petite explication qui rendrait les choses beaucoup plus simples. Alors, rappelez-vous que je vous ai dit qu'une intégrale, c'est équivalent à une somme sur une infinité d'éléments continus. Donc, on peut dire que si on a une somme d'éléments f de x, pour x égale 1, 2, 3, etc. Dans le cas continu, où on peut avoir 1,5, 2,5, 2,7, 2,71, etc., ça tend vers, pour une infinité, ça tend vers une intégrale f de x pour tous les petits intervalles dx étant un intervalle infiniment petit. Donc en fait, si on trace la courbe de la fonction f de x dx, c'est un tout petit intervalle, dx étant infiniment petit, hein, c'est un infinitésimal, et on fait la somme de toutes les portions. Et donc, si on prend l'intégrale, disons, entre ces deux bornes-là, alors l'intégrale, c'est juste la surface sous la courbe. C'est pas la définition la plus générale d'une intégrale, ni d'ailleurs la méthode la plus générale pour calculer une intégrale, mais cette représentation est juste et suffisante pour notre propos. Quand on a une fonction qui varie, l'intégrale, c'est simplement la surface sous la courbe. Notez que si la courbe passe dans les nombres négatifs, la surface est comptée négativement. On prend cette surface-là, moins cette surface-là. Voilà pour l'intégrale. Ça nous facilitera un peu la discussion. La normalisation des états. On a vu que si on avait une base I, les états de base étaient normalisés de manière à ce que la norme d'un état, c'est-à-dire l'amplitude II, est égale à 1. Et pour deux états différents, égale à 0. Alors on peut le synthétiser sous la forme IJ égale delta IJ. Où ce symbole, c'est le symbole dit de Kronecker, qui vaut 1 si les deux IJ sont égaux, et qui vaut 0 autrement. Mais que se passe-t-il dans une base de données X continue? Que vaut X, X'? Que vaut la valeur de l'amplitude X'? Alors, pour bien voir ce qui se passe, on va prendre un état psi quelconque, et calculer l'amplitude X' psi. Celui-ci peut s'exprimer en décomposant sur la base, chose que nous avons vue, si ce n'est qu'ici, il y a une infinité continue d'états, donc on prend une intégrale de X' X psi dx. On peut le réécrire autrement en utilisant la notation de fonction d'onde, que la fonction psi, la valeur en x', est égale à l'intégrale de x', fois la fonction psi, la fonction d'onde, sa valeur en x, dx. Et on fait la somme sur tous les x.
Alors, que vaut cette valeur-là? Notons que cette relation doit être vraie pour toute fonction psi x. N'importe quel état, on doit avoir cette relation. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que si x et x' sont différents, alors la valeur doit être 0, comme ici. Deux états de base différents sont mutuellement incompatibles, donc l'amplitude doit être 0. C'est logique. Si on a une particule qui est en x, et de valeur certaine, avec certitude elle est en x, alors elle ne peut pas être en x'. Et donc, x' égale 0. Le seul cas qui nous pose souci, c'est quand x et x' sont identiques. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Est-ce qu'on doit mettre 1? Mais non. Ce qu'on recherche ici, c'est une fonction x'. Une certaine fonction qu'on doit trouver. Et cette valeur, elle est nulle pour toute valeur x' différent de x. Ce qui veut dire que si on a une fonction psi quelconque, et que en x' est ici, et qu'on multiplie cette fonction par ça, donc ça c'est psi, et on multiplie par ça, et on sait que pour toute valeur différente de x', c'est égal à 0. Donc 0 fois psi, ça fait 0 ici. Et ici, une certaine valeur, une ligne. Et la surface sous cette courbe, elle est clairement nulle. Donc le résultat sera 0, quoi qu'on fasse. En fait, une telle fonction n'existe pas. Il n'existe pas de fonction qui permette de faire ça. Alors, Dirac a trouvé l'astuce et il a défini une fonction delta x qui vaut 0 si x est différent de 0 et qui est infinie si x égale 0. Donc la ligne ici est infinie. Et telle que l'intégrale ici égale delta x psi x et qui ne donne plus un résultat nul. Donc, en fait, ce n'est pas une fonction. Parce qu'avec une fonction, les fonctions telles qu'elles sont définies en mathématiques, ce n'est pas possible. Mais Dirac a dit, bon, inventons un objet, delta x, qui est 0 partout, sauf en 0, où sa valeur est infinie, et telle qu'on associe. Alors, c'est une manière de définir cet objet. Et quand on veut calculer les propriétés de delta, la fonction de Dirac, on part toujours de cette définition. On va prendre un exemple très simple juste après. Alors, comme ce ne sont pas des fonctions proprement parler, on appelle ça une distribution. Ou parfois on l'appelle aussi fonction généralisée. Donc les mathématiciens ont dit d'accord, ok, distribution de Dirac, mais développons la théorie mathématique des distributions, et les mathématiciens ont développé une théorie complète, cohérente des distributions. Prenons un exemple très simple, dans le cas où psi serait égal à 1, donc une fonction psi constante, égale à 1 partout. Dans ce cas-là, ce qu'on trouve, c'est que psi de x' est égal à 1, égale l'intégrale de delta x, fois psi x égale à 1. Donc voilà. Donc l'intégrale, la surface sous la courbe, est égale à 1. Alors comment garantir qu'on a une surface égale à 1, puisqu'elle est nulle partout, et qu'ici on a une ligne de hauteur infinie? C'est les fameux problèmes de paradoxe avec l'infini, où
que vaut 0 fois l'infini. Largeur de la ligne 0, hauteur infinie. C'est indéterminé. C'est d'ailleurs pour ça qu'une telle fonction n'existe pas. Alors il y a un moyen de représenter la fonction delta, très simple. Prenons un carré de hauteur 1 et de largeur 1. La surface sous la courbe, c'est un carré de côté 1, donc la surface de la courbe est 1. C'est ce qu'on cherche. Évidemment, elle n'est pas nulle partout, en dehors du point ici, parce qu'ici elle n'est pas nulle, là elle n'est pas nulle. Eh bien prenons un carré un rectangle, largeur moitié, hauteur double. Sa hauteur sera toujours 1. Sa surface sera toujours égale à 1. Prenons un carré encore plus étroit, toujours de surface 1. Et plus on rétrécit, plus le rectangle monte en hauteur, sa surface est toujours égale à 1. Et on comprend que la fonction delta est un peu la limite de ce processus, où on irait jusqu'à rétrécir infiniment le rectangle, qui deviendrait infiniment grand, tout en gardant une surface égale à 1. C'est une manière qui peut être utile pour faire des calculs, d'utiliser ce type de représentation. On utilise des rectangles, les calculs sont assez faciles, et puis on fait tendre la largeur du rectangle vers 0 pour arriver au résultat où on aurait une distribution de Dirac. Il existe d'autres constructions que celle-là. Celle-ci a le petit défaut d'être discontinue. On passe brutalement de 0 à une hauteur 1. Il existe des représentations qui utilisent des sinus, des cosinus, qui sont un peu plus complexes, mais qui sont parfois beaucoup plus utiles, beaucoup plus adaptées à certains calculs. Je ne vais pas entrer dans ces détails techniques. Voilà, alors on peut généraliser le cas à tout l'espace, parce que là, c'est pour une x, c'est pour une ligne continue. On aimerait bien généraliser à tout l'espace. Bien, dans ce cas, la fonction d'onde devient psi de r, où r est un vecteur. On l'a déjà vu. R, un vecteur, une flèche qui pointe sur un point quelconque de l'espace. On peut aussi écrire psi de x, y, z pour les trois coordonnées dans l'espace. Par exemple, longitude, latitude, altitude. Et dans ce cas, la fonction delta devient delta de x fois delta de y fois delta de z. Tout simplement. Ça se généralise très facilement. Comme je vous l'ai dit, on peut calculer un certain nombre de propriétés de delta. Pour ça, on part de la définition de la distribution de Dirac. Je vais vous donner deux exemples de propriétés. Je ne ferai pas les calculs, vous pouvez essayer de les vérifier. Il suffit de prendre une fonction psi quelconque, de calculer les intégrales et de vérifier qu'on retrouve bien ces propriétés. Par exemple, comme propriété, on n'a que x fois delta x est identiquement nul. C'est strictement 0. C'est un peu logique. Elle est déjà nulle partout. Et là, on fait fois 0. Alors, le résultat n'est quand même pas immédiat, trivial, puisque en 0, le delta est infini. Donc c'est 0 fois l'infini. À nouveau, les ambiguïtés sur l'infini. Mais on peut le vérifier de manière rigoureuse. Avec l'intégrale, c'est pas très difficile. Je vous laisse faire ça si vous aimez les calculs. On peut aussi démontrer que delta de a fois x est égal à delta x, non pas fois a, mais divisé par a. Ça, ce résultat n'est pas du tout intuitif.
une fonction de linéaire, on a l'habitude que si on double la valeur, on double la valeur de la fonction. Ici, c'est l'inverse. On double la valeur de la fonction, on double la valeur de x, delta de x est divisé par 2. Ça se démontre très facilement aussi avec les intégrales, ou même en raisonnant avec les rectangles. Parce que, en élargissant les rectangles, on rétrécit leur hauteur, d'où cette inversion de la valeur. Alors, ça, c'est pour une seule particule. Par exemple, un électron. Nous avons beaucoup raisonné avec un électron dans un cristal ou avec un électron dans l'espace libre. Que se passe-t-il si on a 2 électrons? Donc, si on a plusieurs particules, on peut généraliser très facilement. Donc, considérons 2 électrons. Quelle base il faut choisir? Bien, une base pour le premier électron, ça va être X. Alors je mets un petit 1, X1, pour dire que c'est la position du premier électron. Et X2 pour le deuxième électron. Mais ça ne constitue pas une base, parce qu'il y a plusieurs états différents. Par exemple, le premier électron peut être là, en X1 égale 0, par exemple. Et le deuxième peut être là, ou il peut être là, ou il peut être là. Chaque fois, on a une situation différente. Donc il ne suffit pas de regrouper les deux, il faut considérer les positions des 2 électrons. Donc une base correcte sera donnée par la position des 2 électrons, x1, x2. Et donc, la fonction d'onde si x1, x2 prend en paramètre les positions des 2 électrons. Dans l'espace ordinaire, avec 3 coordonnées, la longitude, latitude, altitude, ça fait 3 coordonnées par électron, donc la fonction d'onde devient une fonction à 6 coordonnées, 6 paramètres. Et une telle fonction, en général, dans le cas général, ne peut pas s'écrire comme la somme ou comme le produit de 2 fonctions différentes, psi' de x1 et psi' de x2. On dit que une situation avec 2 particules est non séparable. On ne peut pas considérer l'état de la première particule, l'état de la deuxième particule, et espérer retrouver l'état complet. Parce qu'en général, ce n'est pas la somme des deux, ou ni le produit des deux. Pas possible de trouver une solution comme celle-là. Cette solution-là est beaucoup plus générale. On dit que l'ensemble des 2 particules est non séparable. La description doit prendre en compte l'ensemble des particules d'un coup. Donc ici, 2 particules, on doit considérer le tout comme un couple de particules, et pas comme 2 particules qui feraient chacune ce qu'elle veut, et puis on mettrait tout ensemble. Alors c'est tout à fait non classique. Parce que par exemple, si vous avez 2 boules de billard, tant qu'elles ne se heurtent pas, vous pouvez considérer la trajectoire de chaque boule indépendamment, puis traiter le cas des collisions. En mécanique quantique, on ne peut pas. Ça découle directement du formalisme que nous avons mis au point avec les états, les amplitudes. Les états sont non séparables. Et ça a de grosses conséquences, qu'on verra plus tard. De très grosses conséquences. Il faudra être un peu patient, nous explorerons ces phénomènes beaucoup plus tard. Voilà, alors ici, maintenant, nous sommes parés. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Vous avez vu comment ça se passe pour la description du mouvement d'une particule, la formule la plus simple de l'équation de Schrödinger. Vous avez vu la normalisation, le multiparticule. Donc, nous sommes prêts à décrire
la théorie de Schrödinger des électrons, parce que c'est dans ce but-là qu'il l'avait conçu la première fois. En toute généralité, la théorie de Schrödinger peut s'appliquer à n'importe quoi. Des protons, des neutrons, des boules de billard, des Boring 747, peu importe. Mais au départ, il l'a construit pour comprendre le comportement des électrons dans les atomes. Et l'équation, la théorie de Schrödinger est un peu plus complète et complexe que ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Mais maintenant, nous sommes armés. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Alors, un dernier petit mot. Sachez qu'historiquement, même si parfois on en a l'impression, surtout dans la vulgarisation ou quand on en parle, la théorie de Schrödinger n'a pas été la première théorie quantique. Bon, d'abord, nous avons vu la théorie de Bohr. Nous l'avons vue ensemble, mais c'était une théorie hybride. Mais il y a eu une vraie théorie quantique complète avant Schrödinger. Et elle a été créée par Heisenberg. Oui, celui des relations d'indétermination, des relations d'incertitude. C'était une mécanique quantique matricielle, et elle avait en fait, grosso modo, la forme de tout ce que nous avons vu hors équation de Schrödinger, avec les états, les amplitudes. Grosso modo, c'était ça. Si ce n'est que le formalisme a été beaucoup retravaillé par la suite, notamment par Dirac, puisque ces notations comme ça, avec les crochets pour les amplitudes, c'est une notation de Dirac. La fonction delta de Dirac est évidemment de Dirac. Donc Dirac a beaucoup retravaillé cela. Au départ, Heisenberg, il cherchait, c'était la première mouture de la vraie théorie quantique, donc il cherchait un peu comment obtenir tout ça. Il a créé ce qu'on appelle la mécanique quantique matricielle, qui souvent, dans les cours, est vue plus tard. On commence par Schrödinger, on voit la mécanique matricielle plus tard, parce qu'elle est considérée comme plus abstraite, plus difficile. Alors qu'ici, nous avons suivi Feynman en disant, mais non, au contraire, cette formulation est beaucoup plus intuitive, à condition de commencer avec des choses simples, comme les systèmes à deux états que nous avons vus. Et puis seulement, Schrödinger a trouvé son équation. Il n'a pas déduite des travaux de Heisenberg. Il l'a même sorti d'un chapeau. On a dû insister pour qu'il explique comment il avait trouvé ça. On s'est rendu compte que ça marchait bien. Et alors on s'est dit, tiens, comment ça se fait qu'on a deux théories? Et c'est Dirac qui justement a retravaillé ces théories et a montré qu'elles étaient identiques. Donc formulation mathématique différente, mais prédiction théorique, prédiction physique identique. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons vu en montrant comment, en partant des états et des amplitudes, comment on arrivait à l'équation de Schrödinger. Voilà, donc maintenant nous sommes prêts à attaquer le gros morceau. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.